Michel Aglietta, donc vous êtes professeur d'économie émérite à Nanterre. Ça fait très longtemps maintenant que vous travaillez sur la dynamique du capitalisme. Vous avez été à l'origine des travaux qui ont déjà été évoqués sur la variété des capitalismes, les différentes dynamiques qu'on peut observer tout autour de la Terre dans ces questions-là. À l'issue de tous ces travaux, comment répondez-vous, vous, à cette question ? À cette question, c'est-à-dire réformer ou détruire le capitalisme. Question qui révèle l'angoisse de notre époque. On ne l'aurait pas posée au GECO il y a 5 ans. Or, cette question, elle dit qu'on vit dans l'incertitude, car l'incertitude est la caractéristique essentielle des époques de rupture. Si on veut en comprendre l'impact social, il faut saisir 2 dimensions fondamentales, à mon avis, du problème qui relie le capitalisme aux sociétés. Le capitalisme n'est pas intrinsèquement lié à la démocratie. C'est une chose fondamentale. Et la deuxième, le néolibéralisme qui s'est imposé dans les 40 dernières années a établi une financiarisation de l'économie qui a détruit, je dis bien détruit, l'ordre social des 30 années post-Deuxième Guerre mondiale, l'époque qu'on a appelée le Fordisme. Donc, pour essayer d'avancer, disons, de donner sens à ces propositions, je prendrai 3 points. J'essaierai de traiter 3 points. Le premier, les rapports entre capitalisme et démocratie sont paradoxaux. Le second, le néolibéralisme a entraîné la dégradation de la démocratie par la recherche de la rente, ce qui est fondamental. Et le troisième, qui est que nous avons besoin d'un nouveau contrat social pour une croissance inclusive et soutenable, et arriver à une définition rigoureuse de ce qu'est croissance inclusive et soutenable. La logique du capitalisme, elle est exprimée par la finance, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Fernand Braudel dit que le capitalisme est né financier et commercial bien avant de s'être emparé, disons, de la matérialité de la vie, par la révolution industrielle, 4 siècles avant. Parce que le capitalisme n'a une seule logique, faire de l'argent avec l'argent. Ça, c'est crucial. La base du capitalisme, c'est la monnaie et le lien unique qu'il a avec le monde de la société, c'est le marché. Et ceci passe pour faire de l'argent avec l'argent. Ça, c'est le point fondamental. Or, le point crucial, c'est que cet objet est infini. Pourquoi ? Parce que la quête d'argent ne rencontre jamais aucune saturation. Dès qu'on vit pour avoir de l'argent, on vit pour en avoir plus, et ceci n'a pas de limite. Donc le capitalisme est mené dans une logique sans limite, dans un monde qui est fini. Ça, c'est le point décisif de l'ensemble des difficultés que nous rencontrons, que nous commençons à saisir aujourd'hui. Le rapport social sur lequel cette logique s'appuie, c'est pas la démocratie, c'est ça que je voulais dire. C'est la reconnaissance et la sauvegarde de la propriété privée. Je vous rappelle les mots de Thatcher, qui est à la base, disons, de la politique néolibérale dans les années 80. Il n'existe pas de société, il existe des individus et des marchés. Ça, c'est la conception vraiment synthétisée de ce qu'est le néolibéralisme. Effectivement, ceci est totalement opposé aux problèmes que nous rencontrons, et c'est pourquoi le néolibéralisme doit être détruit, lui. Pas le capitalisme, mais le néolibéralisme, certainement. De son côté, la démocratie est un rapport social énigmatique. Qu'est-ce que dit l'étymologie ? Elle dit « le peuple a le pouvoir ». C'est tout. Ça veut dire que le peuple est le souverain. Le souverain n'est pas une transcendance, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas, si vous voulez, disons, une personnalité exceptionnelle, etc. C'est le peuple. Mais il ne dit pas comment le pouvoir doit être légitimé. Qu'est-ce qui légitime le pouvoir ? C'est un problème de fond. Pourquoi ? Parce que le pouvoir ne comporte aucune éthique. Il n'y a pas d'éthique dans le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est toujours en avoir plus. Et c'est, si vous voulez, dominer autrui. Donc, qu'est-ce qui rend le pouvoir du peuple légitime ? Et donc, quelle doit être l'appartenance sociale qui lui est liée ? Eh bien, il faut des médiations, en effet. Ce n'est pas le vote qui le permet. Ça ne suffit pas. Si vous voulez, la représentation par le vote n'empêche absolument pas l'exploitation des minorités par la majorité, en aucune manière. Il faut donc des contre-pouvoirs
et ces contre-pouvoirs doivent être légitimes et efficaces. Qu'est-ce qui a créé des contre-pouvoirs? Ce n'est pas la démocratie, si vous voulez, en tant qu'abstraction, c'est les luttes sociales. Les contre-pouvoirs, c'est l'enjeu des luttes sociales. Et ces luttes sociales peuvent être, c'est extrêmement fragile, puisque si vous voulez, il y a une domination qui apparaît à l'intérieur par le capitalisme, à l'intérieur de la démocratie, elle se dégrade. Et c'est ce qui se passe depuis 40 ans. Il se passe depuis 40 ans, pourquoi? J'arrive à ce deuxième point. Le néolibéralisme a entraîné la dégradation de la démocratie par la recherche de la rente. Ce qui avait été dit au niveau des théoriciens standards avec le développement du néolibéralisme et donc de l'économie de marché, c'était qu'on allait aller enfin vers l'idéal qui est la concurrence parfaite. C'est exactement l'opposé qui s'est passé. Une énorme concentration du capital et par conséquent une énorme concentration du pouvoir. Cette concentration, elle est dans la recherche de la rente, non pas du profit normal de la concurrence parfaite, de la rente, et des rentes de toute nature. Et c'est ceci qui a, alors quelles sont ces rentes? La rente financière, favorisée par l'endettement à bas coût, que les banques centrales ont systématiquement favorisé. La rente digitale, très importante évidemment à partir des années 90, la rente digitale par capture des plateformes Internet et appropriation gratuite des données individuelles par les GAFAM. Là, c'est le pire. Là, la plus grande menace que nous avons aujourd'hui, c'est le digital. La rente d'agglomération spatiale dans les mégacités, qui dévaste les territoires, dont a parlé Jean-Claude Lévy très bien, et la rente d'influence sur la puissance publique, étant donné la pénétration interne à l'espace public par les lobbies, disons, de ces grandes entreprises. Le résultat de tout ça est évidemment comment elles se financent elles-mêmes, ces choses-là, par l'évasion fiscale massive. Par l'évasion fiscale massive qui détruit les capacités de la puissance publique. Voilà ce que nous vivons depuis 40 ans et surtout, si vous voulez, depuis disons, la fin des années 90. Alors, ce risque est reconnu par les institutions internationales et parce qu'il a un impact macroéconomique. Je vais aller vite sur cet aspect-là. L'impact macroéconomique, c'est quoi? C'est le fait que cette concentration du capital a entraîné évidemment, comme conséquence structurelle, si vous voulez, la fragmentation sociale, l'explosion des inégalités, la prolifération de la pauvreté et les vulnérabilités financières. C'est le cocktail des conséquences de la concentration du capital. Ça a toujours été comme ça. Quand le capital se concentre, ceci entraîne des conséquences extrêmement fâcheuses. Ça va à l'encontre, évidemment, de ce que doit être la concurrence. Mais ça a ces conséquences-là. Et les conséquences de ça, ça a été un changement massif dans la répartition des revenus entre profits et salaires. Et l'effet de ça, c'est une énorme insuffisance de demande. Insuffisance de demande par insuffisance de revenus de la part de la masse de la population. Et la demande étant devenue structurellement déficiente et l'épargne de précaution du fait de l'instabilité qui découle de la finance a comme conséquence évidemment ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est-à-dire une croissance basse et une croissance basse entretenue, auto-entretenue par la logique même du processus capitaliste financiarisé. Mais heureusement sur le plan environnemental, non? La dette obligataire des entreprises est devenue très élevée, entraînant des vulnérabilités dans les bilans, face à la possibilité de remontée brutale des taux d'intérêt, ça c'est évidemment très important, et les relations internationales se dégradent aussi très vite, comme on le sait, et ceci est caractéristique des époques de rupture. Ça a été le cas à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il y a déclin de l'hégémonie britannique, vous avez la montée de puissances antagoniques qui étaient l'Allemagne et le Japon, et vous avez une période d'extrême difficulté, qui a mené une guerre d'ailleurs. Non, la période est extrêmement dangereuse sur le plan international, car chacun sait que la guerre commerciale, c'est un prétexte à une guerre beaucoup plus profonde, c'est-à-dire la guerre menée par les États-Unis pour bloquer l'avancée de la Chine au niveau de la frontière technologique. C'est ça la vraie guerre. Et donc le danger de ça, en effet, peut aller très très loin dans la dégradation des relations internationales, et donc en particulier, bien sûr,
ce qui est peut-être le plus probable, de, si vous voulez, réduire la globalisation. Une déglobalisation est évidemment, ce qui s'était produit bien entendu au début du XXe siècle, est tout à fait possible aujourd'hui. Alors, je reviens maintenant sur le troisième point. Il faut un nouveau contrat social pour sortir de ça. Le nouveau contrat social doit être relié à la croissance inclusive et soutenable, dont a parlé Jean-Claude Lévy. Et quels en sont les éléments de base que je voudrais synthétiser en 4 points qui font un processus circulaire, justement. Première, donc, 4 thèses, si vous voulez, qu'il faut développer par une théorie qui se développe là-dessus. On a commencé à faire, puisque ce soir je présente un livre qui s'appelle « Capitalisme, le temps des ruptures » à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, qui essaye de commencer à avancer dans le domaine. Premier point, il ne peut y avoir de transition écologique sans justice sociale réelle et perçue. Transition écologique et justice sociale sont absolument complémentaires, sinon il n'y aura pas de transition écologique possible. Donc il faut sortir du néolibéralisme, évidemment. Deuxièmement, la justice sociale implique le plein emploi, des salaires décents et une protection sociale préservée. Troisième point, ces objectifs, je viens de dire dans le deuxième, de politique économique requiert la transformation des structures de production dans le sens d'une économie circulaire, établissant une complémentarité urbain-rural sur les territoires. Le territoire redevient la base fondamentale à l'encontre des chaînes de valeur mondiale, la base fondamentale du développement d'une économie soutenable. Et quatrième point, une économie circulaire ne peut être atteinte sans transition écologique. Donc il s'agit bien d'un modèle, si vous voulez, d'une nouvelle forme de régulation du capitalisme. Alors, le point crucial pour moi, donc, que je mets, c'est cette complémentarité essentielle qu'il y a entre la reconnaissance et de récupérer la justice sociale par rapport à l'écologie politique. Les deux vont ensemble. Pourquoi ? Nous avons fait dans le travail collectif du livre que je vous ai indiqué, un travail à partir de Rawls, c'est-à-dire de quelles sont les bases du choix social, quelles sont les bases de ce qui permet à l'État de retrouver ses racines, son rôle fondamental dans la société. La base de la justice sociale, c'est ce que Rawls appelle la jouissance des biens premiers, dont nul ne doit, alors je reviens bien là-dessus pour que tout le monde comprenne, nul ne doit être privé pour qu'une société puisse être déclarée juste. Et quels sont les biens premiers qui se sont massivement dégradés avec le néolibéralisme? Un logement décent pour tous, l'accès égal aux services de santé, l'éducation de base, des transports publics, la sécurité et l'environnement sain. Si vous prenez le monde anglo-saxon, la dégradation de ça a été absolument fantastique dans les 40 dernières années. Moins chez nous, car notre système de protection sociale a pour l'instant tenu. Donc, la production des biens premiers implique évidemment l'action publique, le retour de l'État, mais dans une dimension structurelle fondamentale, pas dans la redistribution. On ne sortira pas avec seulement la redistribution, bien entendu. Car les lobbies, évidemment, viendront tout de suite, puisqu'ils ont les leviers du pouvoir. Ils remettront en cause la redistribution. Il faut vraiment que les structures fondamentales de la société rétablissent des biens communs qui ont été détruits au cours du temps par le développement du capitalisme financiarisé. Sur le plan de la démocratie participative, qui doit être le vecteur et la force, en quelque sorte, sociale, pour le permettre, il y a, à mon avis, deux dimensions essentielles, ce qui sont le territoire, en effet, l'économie circulaire, donc des niveaux de responsabilité citoyenne qui se réapproprient dans des espaces dans lesquels c'est possible, qui peuvent se réapproprier effectivement, vers une démocratie participative. Et la deuxième dimension de la démocratie participative doit être dans l'entreprise. Donc, une démocratie d'action et pas une démocratie de voter une fois tous les 5 ans. Pas pareil. Une démocratie d'action à la fois dans l'espace de vie,
faire des territoires de nouveau des espaces de vie, est dans les entreprises, car c'est dans les entreprises que la majorité des gens vivent leur vie. Je termine là-dessus, sur la gouvernance des entreprises, capable de donner un contenu à un capitalisme responsable, et par 5 modalités. Très simple pour l'énoncer, pas simple pour le réaliser. Hein. La première, c'est que les entreprises payent leurs impôts. Ça, c'est décisif. L'évasion fiscale est absolument le moteur, si vous voulez, de la destruction de la société. Hein. Que les entreprises payent leurs impôts, donc mettent fin à l'évasion fiscale. Deuxièmement, investir dans le capital humain de l'entreprise comme une dimension essentielle de la stratégie à tous les niveaux de l'organisation, et pas seulement au niveau du management le plus élevé, tous les niveaux de l'organisation. Car l'entreprise est un collectif, l'entreprise est une équipe, et l'innovation peut venir absolument à tous les niveaux de l'organisation, y compris les plus modestes. Et peut-être les plus modestes sont ceux qui fécondent, si vous voulez, une innovation qui remonte à l'ensemble de l'entreprise et qui crée vraiment de la valeur pour tous. La troisième, c'est d'adopter un modèle de gouvernance qui facilite et récompense l'innovation à tous ces niveaux. Le lien innovation-récompense est tout à fait fondamental. Et donc une participation dans l'entreprise qui n'a plus rien à voir au fait que l'entreprise doit uniquement aller pour les intérêts des actionnaires. Vous voyez que c'est une autre entreprise. L'entreprise participative. Quatrièmement, accepter une régulation, la rendre obligatoire, hein, une régulation qui rend les fameux, pour ce qui est du lien entreprise-finance, qui rend ce qu'on appelle les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, et non pas la valeur pour l'actionnaire exclusivement, les rend obligatoires, et non pas, si on le veut bien, comme c'est actuellement, si vous voulez, se discute aux États-Unis. Obligatoire pour que les hiérarchies managériales soient responsables des principes qu'elles prétendent servir. Sinon, vous aurez du discours et jamais d'action. Hein, vous aurez des chefs d'entreprise multinationales énormes qui vont dire « mais oui, bien sûr, les critères ESG, on s'en occupe, etc. » Ça, si, c'est uniquement du vent, tant que vous n'avez pas obligation et contrôle. Et la cinquième, enfin, concerne les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'essentiel de l'épargne des ménages. Ils devraient désinvestir des entreprises qui ne respectent pas les standards sociaux et environnementaux et réinvestir dans les entreprises qu'elles pousseraient eux-mêmes pour les réaliser. Je termine là-dessus. Merci. Donc le néolibéralisme a affaibli grandement la démocratie. Il n'est pas du tout réalisé une société de concurrence parfaite, mais au contraire a accru la concentration et les rentes. Donc il doit être détruit, mais on peut y arriver en développant notamment la démocratie participative au niveau des territoires des entreprises et en obligeant les entreprises à payer leurs impôts et la finance à fonctionner autrement. Donc il y a eu plusieurs questions qui ont été posées par SMS pendant qu'on discutait, pendant qu'on présentait les choses. Il y en a une qui est intéressante, je pense, dans le contexte. Donc, beaucoup de ce qui est développé, que ce soit par l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, etc., repose sur l'idée de circuits courts, de reterritorialiser l'économie. Donc, une des questions qui se posait, c'était si on veut aller dans ce sens-là, est-ce qu'on ne va pas nourrir des replis sur soi dangereux, problématiques, etc., etc. Donc, comment reterritorialiser l'économie sans pour autant favoriser le repli sur soi, la xénophobie et toutes ces choses-là? Je ne sais pas si quelqu'un a des réponses à apporter à cette interrogation. Michel Aguilletta, vous avez... Oui, ça veut dire que la réponse, ce vers quoi probablement on va être amené à aller, s'il y a une phase de déglobalisation, justement,
c'est le multilatéralisme. La question de fond, c'est que la manière dont le capitalisme financier peut dominer, c'est par la concentration dans des places financières déterminantes, qui elles-mêmes ont la capacité disons, véritablement en donner le là au système politique correspondant. Hein? C'est-à-dire que les États-Unis, c'est une monnaie dominante, c'est Wall Street, et c'est véritablement le centre d'un pouvoir. Donc, passer à une forme d'économie qui rétablisse le lien social ou qui en même temps le développe et aboutisse à quelque chose de nouveau, implique de sortir de ces formes de concentration que la finance impose. Et ceci passe forcément par le fait que les États reprennent ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire, encore une fois, faire en sorte que la démocratie s'exprime par un pouvoir qui soit un pouvoir pour le peuple, et ce qu'ils ne sont plus, bien sûr, dans des rapports interétatiques qui soient des rapports multilatéraux, et non pas celui qui sont dominés par une puissance dominante et une forme de monnaie dominante. Et ça, le point important pour y arriver, c'est que ce qu'on appelle le pouvoir démocratique disons, passe à la fois, il doit aller au niveau territorial et il doit aller au niveau global, étant donné qu'en particulier, le climat est bien public global. Et il faut qu'il apparaisse comme un bien public. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système, s'il n'y a pas, évidemment, on ne va pas dire qu'on doit passer à la forme que Keynes donnait, c'est-à-dire une forme de banque centrale des banques centrales. Mais néanmoins, il est vrai que le FMI doit retrouver son rôle au niveau global, qui est celui d'être l'organe de régulation monétaire, que les pouvoirs au sein du FMI, qui sont toujours liés au quota de 1944 pour l'essentiel, avec des petits changements homéopathiques ensuite, il est clair que si la Chine n'a pas le pouvoir au sein du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, correspondant à son pouvoir économique réel, rien n'est possible pour faire le multilatéralisme. Il y a à ce moment-là, aujourd'hui, au niveau international, une totale discordance entre la manière dont est structuré le pouvoir des institutions internationales et celui de la réalité du monde que nous vivons. Et c'est justement là qu'est le problème qui s'est posé au niveau politique. Donc, l'État-nation, qui était l'émanation du pouvoir sous une forme, si vous voulez, quasi exclusive, en particulier dans des pays centralisés comme le nôtre. Il doit y avoir une décentralisation du pouvoir au niveau territorial, ce qui veut dire que les autorités locales doivent jouer des rôles importants, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des monnaies locales pour pouvoir financer justement cette économie circulaire, et en même temps, ça doit passer à un niveau supranational. C'est ça l'énorme difficulté, si vous voulez, de la transformation de l'architecture institutionnelle qui permet de réaliser cette caractéristique. Passer d'une économie dominée par un hégémone, mondial je parle, à une économie multilatérale. Donc une autre question qui était posée, qui est assez fondamentale et sans doute tout aussi difficile à répondre, c'est gentil votre truc, mais en gros c'est quand même le développement de l'individualisme qui a mené à cette économie qu'on connaît, capitalisme destructeur, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce que vous voulez revenir sur l'individualisme ou pas? Et avec tout ce qu'a apporté aussi l'individualisme en termes de liberté par rapport à d'autres périodes, etc. Je veux bien, la touche. Allez-y, mesdames. Bon, l'individualisme a été effectivement est le résultat de la société capitaliste dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je crois qu'il faut justement modifier et transcender, comme je disais, ce capitalisme pour qu'on se reconnecte à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les autres aussi. Et c'est cette intelligence collective avec laquelle il faut que l'on renoue.
Donc le citoyen à titre individuel a effectivement un effort à faire aussi, mais malheureusement c'est la société dans laquelle on est qui nous pousse aussi à cet individualisme-là. Moi je pense que là c'est nos préjugés occidentaux. Nous croyons que nous sommes le monde. Hein, cette question elle dit ça. La philosophie chinoise est une philosophie où le point de départ est le collectif et pas l'individu. C'est le lien qui est le point de départ, le lien social. Et l'individu s'humanise en quelque sorte par l'appartenance à autrui, par le lien avec autrui. C'est le lien social qui fait l'individu. Donc, alors que l'homo economicus, et disons l'individu occidental, c'est le point de départ. On a une vision hellénistique. La caverne de Platon. Hein. Oui, mais enfin, en Chine, donc, ça pose quelques problèmes. Ça veut dire que la majorité du monde, de la population mondiale, n'a pas cette conception. Et l'Afrique ne se tourne pas vers l'Europe pour son développement. Donc, si la vraie discipline qui est aujourd'hui celle par laquelle il peut y avoir une fécondation, en effet, c'est le dialogue des cultures par l'histoire globale. Penser l'histoire globale et sortir des préjugés initiaux que nous avons. Ça, c'est absolument fondamental. Sinon, on n'avance pas d'un pouce, je veux dire, dans la conception des rapports avec autrui, le fait qu'il y a des cultures différentes de la nôtre et que c'est essentiel de dialoguer pour arriver. Il n'y a pas d'universel prédéfini et donné dicté par les Occidentaux. Ça n'a aucun sens, je veux dire. Et c'est pourtant ça qui est aujourd'hui sans arrêt répété. Nous avons la démocratie, nous avons la liberté, les autres l'ont pas, etc. Il est clair que si nous continuons comme ça, le multilatéralisme est impossible. C'est là le point fondamental. Changer de mentalité, enfin, une fois pour toutes, et aller ailleurs, et voir ce qui se passe ailleurs. Bon, autre question. Donc, il y a des gens qui disent... enfin, je crois que c'est Jean-Claude Lévy qui avait évoqué cette question, mais je pense que Michel Aguilliet a aussi travaillé là-dessus. Donc, comptabiliser les écosystèmes, enfin, la valeur des écosystèmes, etc., comme moyen de dompter, de ramener le capitalisme dans le meilleur chemin, dans le bon chemin. Est-ce que ça poserait pas malgré tout d'autres problèmes et est-ce que ça n'aurait pas d'autres effets pervers, demande-t-on? Oui. Est-ce que c'est une bonne, enfin, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est faisable de comptabiliser la valeur, enfin économique, donc des écosystèmes? Est-ce que c'est la solution au problème? Très rapide. Michel Aguilliet, je crois que vous avez réfléchi à cette question. La question, elle renvoie en effet à quelque chose d'assez important, qui est qu'est-ce que c'est qu'un prix? Là, on voit bien que le marché échoue formidablement sur toute la question environnementale. Uniquement la question carbone, qui n'est qu'une partie, en effet, de la question environnementale. Le marché est incapable d'y mettre un prix. Donc, si on limite le système des prix au prix de marché, nous allons dans le mur, forcément, puisque on ne pourra pas déclencher un processus, disons, de prise de risque pour l'investissement sans un prix. Et ça n'en est qu'un seul. Il y a énormément de prix qui vont apparaître dans l'ensemble des caractéristiques environnementales. Pas seulement le prix du carbone. Mais il nous dit quelque chose, cette histoire de prix du carbone. C'est qu'il faut élargir la notion de prix si l'on veut développer le capitalisme dans la direction dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la recherche du bien-être social. Il faut penser que le prix, ce n'est pas seulement le prix de marché. Il y a une telle, si vous voulez, domination de l'idée du marché comme étant l'alpha et l'oméga de toute la vie, qu'au fait qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un prix. Un prix, c'est un accord, le résultat d'un accord, le résultat d'un partage de points de vue sur quelque chose à faire, sur ce qui, jusque-là, n'a pas été payé et qui doit l'être puisque ça apporte une valeur à la société. Donc, élargir la notion de prix à des débats, en particulier au niveau, justement, des territoires. Des débats à partir duquel on se met d'accord, par exemple, sur dépolluer une rivière, qui va le faire, comment il va avoir une rentabilité en le faisant. Pour cela, il faut décider d'un prix à ce travail. Et par conséquent, et ceci, on voit, ça ramène, si vous voulez, à une notion collective locale. Il faut mettre ensemble des citoyens, des groupes de citoyens, des entreprises, des collectivités locales, dans des sociétés de communautés,
d'intérêts collectifs locaux ou régionaux, suivant la taille du problème, et qui vont dégager un prix à partir duquel un entrepreneur pourra faire des calculs, dire est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas, à quel prix c'est rentable, et on aboutit à un accord. Donc c'est ça qui est très important. Ce que veut dire, c'est de fabriquer une démocratie participative dont l'objectif est l'action à un haut niveau, disons, de généralité auquel se pose le problème environnemental. Les autorités locales doivent évidemment être partie prenante, car, encore une fois, ensuite, c'est déclencher, si vous voulez, un financement monétaire, et je dis bien qu'un ensemble de problèmes importants dits d'économie circulaire implique des monnaies locales et complémentaires qui sont des monnaies dirigées par des autorités locales. Donc on voit que la démocratie d'action est une démocratie qui va avoir plusieurs niveaux, qui va incorporer les citoyens véritablement dans la participation et qui aboutissent en effet à la notion de nouveau prix et donc aller au-delà du marché. Et c'est bien ça. Si le capitalisme, disons, peut se développer dans le sens du bien-être social, il doit aller au-delà du marché. Je voudrais vous poser à tous 2 dernières questions, et ce sera l'occasion d'un mot de la fin aussi pour chacun d'entre vous. Donc quelqu'un disait, est-ce que le capitalisme, de toute façon, il ne va pas s'effondrer tout seul du fait de l'automatisation, de la disparition du travail, les machines, tout ça? Et quelqu'un d'autre disait, est-ce que finalement, est-ce que la décroissance pourrait être la solution? Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de perspective dans le contexte de notre débat d'aujourd'hui? Moi, ce que je dirais, c'est que cette question de décroissance est une question que seuls des nantis peuvent poser. Oui. Parce que la population mondiale augmente toujours, que le développement de l'Afrique est absolument crucial pour l'humanité. Et le développement de l'Afrique, c'est les 20-30 prochaines années. En conséquence, la notion de croissance est cruciale. Le problème, c'est, en particulier, si on reprend les choses alors en termes plus techniques, ce qu'il faut faire baisser, c'est l'intensité énergétique de la croissance. Et la faire baisser jusqu'à avoir la neutralité carbone en 2050, c'est clair ça. Mais la croissance est évidemment indispensable à une population mondiale qui croît. Sinon, vous allez réappauvrir toute l'humanité dans son ensemble. Donc, c'est tout. Et alors, étant donné les caractères de disparité qui se produiraient dans ce cas-là, vous voyez les problèmes que nous avons avec quelques milliers de migrants chaque année. Il y aurait des centaines de milliers de migrants, voire des millions de migrants depuis l'Afrique, si l'Afrique ne peut pas se développer, car c'est là que, évidemment, les problèmes environnementaux seront les plus graves. Non, pensons les choses correctement. Encore une fois, histoire globale, pensez le monde aujourd'hui. La globalisation, c'est ça. C'est le fait qu'il y a des biens communs qui nous sont absolument communs, c'est le cas de le dire, au niveau mondial. Et nous ne pouvons absolument plus sortir, ça c'est vraiment la caractéristique en effet de nouveau, nous ne pouvons plus sortir du fait que nous sommes totalement solidaires au niveau mondial. Voilà ce que je voulais dire là-dessus.